Salut et bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose maintenant de voir ensemble comment on va pouvoir déployer notre application Symfony sur un hébergeur mutualisé qui supporte SSH. Alors je vais choisir dans cette vidéo d'utiliser un hébergeur en particulier, mais il faut savoir que la procédure que je vais vous montrer va marcher sur n'importe quel hébergeur qui vous laisse un accès SSH à leur serveur. Pour le coup, on va utiliser Infomaniac, c'est un hébergeur chez lequel je suis déjà pour d'autres clients, donc c'est pour ça que je vais choisir celui-ci aujourd'hui. Donc il a l'avantage, et vous devez vérifier ça, de supporter PHP 8.2 et d'avoir la possibilité de créer des bases de données MySQL. Si vous voulez vous y repérer, vous allez dans la partie Nos produits, vous allez dans Web et domaine, et vous allez prendre un hébergement web. Il y a différentes formules, moi j'ai choisi vraiment la première formule pour cet exemple ici. Je clique sur choisir mon hébergement web, et après vous vous laissez un petit peu guider, et moi j'ai choisi un nom de domaine qui s'appelle kualap.com. Donc moi j'ai fini de réserver mon nom de domaine et tout, et j'ai maintenant dans la partie web et domaine cette liste-là. Je vais cliquer sur mon hébergement. Donc sur un seul hébergement, on peut avoir plusieurs sites. Et je vais choisir de créer un nouveau site. Je choisis de continuer sans installer d'outils, parce qu'on va faire une installation de Symfony, donc on n'est pas sur un WordPress ou autre. Et je vais utiliser un sous-domaine, parce que c'est ma situation ici. Au niveau des informations, je vais mettre info, et au niveau du nom de domaine, donc je vais mettre mon kualap.com. Ensuite, je vais aller dans les options avancées. Donc je vais choisir de sécuriser mon site avec un certificat SSL gratuit, mettre à jour les entrées DNS, effectivement. Je vais choisir l'emplacement manuellement, donc ça va me permettre de choisir la racine de mon site. Donc par défaut, il crée un dossier site à la racine, ça me va très bien. Il me crée un dossier qui correspond à mon nom de domaine, ça me va très bien. Mais dans le cadre d'une application Symfony, les fichiers seront placés dans un dossier qui s'appelle public. Ça c'est très important, donc on va mettre ça. Pour l'instant, ce dossier n'existe pas, mais lui, il le créera par défaut. De toute façon, on le supprimera une fois que l'on aura fait ça. Et ensuite, il nous propose de choisir une version de PHP. Nous, on va choisir la version 8.2 parce que c'est celle que l'on souhaite utiliser dans le cadre de Symfony. Symfony n'est pas compatible avec une version antérieure. Et je clique sur Continuer. Automatiquement, on aura un petit loader qui va prendre pas mal de temps et ils sont en train de créer mon site web. Pendant qu'ils sont en train de faire ça, moi de mon côté, j'ai déjà configuré SSH pour me connecter au serveur distant. Donc je vous renvoie vers la vidéo consacrée à SSH si vous ne savez pas le faire. Je vous mettrai le lien dans l'article qui se trouve en description. Donc à gauche, j'ai mon ordinateur en local et à droite, je suis sur le dépôt distant. Donc la première chose que je vais devoir faire en ligne, c'est modifier un peu notre configuration parce que si je fais en ligne de commande php-version, on aura une version de PHP qui sera différente de celle que l'on a dans le cadre de notre site web. Donc pour le cadre de Infomaniac, mais ça dépend un peu de chaque hébergeur, il faut faire ici un touch et créer un fichier qui s'appelle .profile à la racine de notre dossier utilisateur. Ensuite, on édite ce fichier-là, donc je fais nano et je vais éditer ce fichier. Et à l'intérieur, on met l'export. On va exporter une variable qui s'appelle path, qui va contenir le chemin. C'est une variable qui contient les chemins qui contiennent des exécutables. Et on lui dira qu'on ira dans le dossier opt, ensuite PHP 8.2 et ensuite bin. Et on mettra un 2 points et on récupérera les valeurs qui sont déjà dans cette variable-là. On fait un CTRL X pour sauvegarder et j'appuie sur Yes. J'appuie sur Entrée et maintenant je peux faire un source pour sourcer ce fichier-là, ce qui mettra à jour ma variable d'environnement path. Si maintenant je fais un php-version, je me tombe bien sur la version 8.2. Donc ça c'est important. Seconde chose qu'on va devoir mettre en place, c'est mettre en place notre code source en ligne. Donc actuellement, si je me rends dans le dossier qu'il a créé, il a simplement créé un dossier vide. Donc on va complètement supprimer ce dossier-là parce que nous on souhaite utiliser plutôt notre code source. Pour déployer notre code, on va se baser sur un système basé sur Git. Basiquement, on va versionner notre projet à ce niveau-là, on va le mettre sur un dépôt distant. Moi, je vais choisir d'utiliser GitHub, mais on peut utiliser n'importe quel dépôt distant. Et ensuite, on clonera ce dépôt distant sur notre serveur mutualisé. Donc, je commence par créer mon dépôt distant. Donc, au niveau de Git, je vais aller créer un nouveau dépôt. Donc, je clique sur New Repository. Je vais l'appeler DemoSF. Alors, moi, ça n'a aucune importance, c'est vraiment pour l'exemple. Et je vais le mettre en privé. Je ne mets aucune option ici et je crée mon dépôt. Il me donne la commande pour ajouter ce dépôt distant. Donc sur mon projet en local, je vais lui demander de faire un git remote add origin et je rajoute demosf git. Et ensuite, je vais lui demander de faire un git push-u origin main pour pouvoir déployer mon historique, sachant que je versionne déjà ce projet depuis le début de cette formation. Donc sur GitHub, j'ai maintenant mon historique de mon projet.
La seconde étape, ça va être de faire en sorte que le serveur puisse cloner ce projet-là. Le problème, c'est que le serveur n'aura pas accès à ce lien-là. Si j'essaie depuis le serveur de faire un git clone et de cloner ce projet-là dans un dossier que je vais appeler info.qualap.com, ben, il va me dire non, j'essaie de me connecter et il y a une erreur. Pour que notre serveur puisse cloner ce dépôt, je vais générer une clé. Donc je fais un ssh-keygen-t. Donc on va choisir comme type ED25519 et on va mettre un petit commentaire pour dire infomaniac. Ça me permettra de me souvenir à quoi correspond cette clé-là. Cette clé, je vais la laisser dans le dossier et le chemin par défaut. Donc j'appuie sur Entrée. Moi, dans mon cas, elle existe déjà, donc je vais l'écraser, c'est pas bien grave. Je rentre ma passe-phrase. Donc ça, c'est un mot de passe qui va permettre de sécuriser cette clé-là. Et je confirme. Une fois que j'ai créé cette clé-là, je vais utiliser la commande cat pour voir le contenu de la clé publique. Donc c'est dans le dossier .ssh et j'ai une clé ID ED 25519 et c'est la clé publique. C'est le point pub qui m'intéresse. Je copie cette clé-là et au niveau de mon GitHub, dans la partie Settings, je vais aller sur les clés de déploiement et je vais rajouter une nouvelle clé que je vais appeler infomaniac. Et je vais lui préciser qu'on n'a pas accès en écriture. C'est simplement pour lire le dépôt. J'ajoute cette clé et maintenant si je retente de faire la commande git clone, il va essayer d'utiliser la clé. Je rentre ma passe-phrase et le clone va bien s'effectuer. Donc maintenant dans mon dossier info.qualap.com, je me retrouve avec ma structure Symfony. À chaque fois que je souhaiterais récupérer des modifications, il me suffira de faire un git pull origin main. Alors si maintenant j'essaie de revenir sur mon site, je vais sur https://info.qualap.com. Je tombe pour l'instant sur une erreur parce que effectivement on n'a pas installé Composer et les différentes dépendances. Donc à ce niveau-là, je vais faire un coup de Composer. Donc on a bien configuré notre version pour utiliser 8.2 de PHP et je vais rajouter install --no dev pour ne pas installer les dépendances qui ne servent normalement qu'au développement et je vais rajouter un drapeau optimize-autoloader. Alors si vous faites ça, vous allez avoir une petite erreur parce que vu que je n'installe que les dépendances de non-développement, lorsqu'il va essayer de faire un cache clear en fin de commande, il va un petit peu bugger parce qu'il va dire « Ah mais je ne connais pas le bundle debug ». Et c'est cette erreur que l'on a là. Donc ce que l'on peut faire, c'est modifier le fichier d'environnement, mais on ne va pas directement modifier le .env parce que c'est le fichier qui est versionné. On va pouvoir créer un environnement qui est spécifique à notre hébergeur en éditant un fichier qui s'appelle .env.local. Donc je vais copier le fichier .env et l'appeler .env.local. Je crée une simple copie ici. Je vais ensuite éditer cette copie. Vous pouvez utiliser nano, encore une fois, en faisant nano.env.local. Sauf que moi, je vais utiliser un autre éditeur, juste parce que ça me permettra d'avoir la coloration syntaxique. Et pour vous, ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair dans cette vidéo-là. Donc la première chose qu'on va modifier, c'est l'app.env. Au lieu de mettre dev, on va dire qu'on est en production. Ensuite, je descends aussi et on va changer la partie mailer. Donc par défaut, on utilisait le serveur SMTP. Vous pouvez choisir d'utiliser un serveur SMTP tiers. Par exemple, dans le cadre d'Infomaniac, vous avez un client mail. Vous pouvez choisir d'utiliser les valeurs SMTP qu'on vous donne pour la configuration des emails. Ou ce que vous pouvez faire, si vous cherchez dans la documentation de Symfony, c'est utiliser le mailer natif. Donc ça c'est supporté sur beaucoup d'hébergeurs. Donc ça peut être une solution de rapidité. Donc je reviens au niveau de mon terminal et je vais mettre ce que l'on me propose dans la documentation de Symfony. Tant qu'on y est aussi, on va en profiter pour changer les informations de la base de données MySQL. Donc au niveau de mon hébergement, je vais aller dans la partie mes sites et je vais aller dans la partie base de données. Et on va devoir créer une nouvelle base de données pour ce site-là. Je clique sur ajouter une base de données. Je vais ici l'appeler info. Je clique sur créer un utilisateur associé. J'aime bien avoir un utilisateur par base de données et je choisis ensuite son mot de passe. Je clique sur valider et il est en train de créer les choses. Donc maintenant au niveau de mes variables d'environnement, je vais pouvoir modifier ça. Donc je vais changer ici le nom d'utilisateur, ça sera ce nom d'utilisateur. Je change le mot de passe, ça sera la même chose. Hop, voilà, j'ai pas mis vraiment beaucoup de sécurité. Le nom d'hôte, on mettra ce qu'on nous propose à ce niveau-là, là-haut. Donc ce n'est pas localhost dans le cadre d'Infomaniac, c'est un nom de domaine distant. Le port, c'est 3306, ça c'est traditionnel. Et ensuite, le nom de la base de données, voilà, c'est la même chose que le nom d'utilisateur.
Alors pour le numéro de version, on va se rendre sur phpMyAdmin qui est disponible dans le cadre d'Infomaniac ici. Donc je clique sur se connecter et ensuite je peux aller regarder dans la partie variable et je vais chercher version. Et on va me donner ici la version qui est utilisée. Donc dans le cadre d'Infomaniac, c'est un MariaDB, c'est pas un MySQL. Ça change pas grand chose, hein, c'est juste quelques petits types de stockage qui sont différents. Et je vais modifier donc, ce que j'ai dans ma variable d'environnement. Si vous travaillez en local, je vous conseille d'utiliser une base de données qui correspond à celle que vous avez en ligne. Là, vous allez voir que vu qu'on change de type de base de données, on aura quelques warnings et quelques problèmes. Et là, je peux sauvegarder ça. Donc je sauvegarde et je ferme ce fichier-là. Pour vérifier que ça fonctionne, on va lancer les migrations. On va faire un php bin/console doctrine.migration.migrate. J'utilise la version raccourcie et je vais rajouter un "-n" pour pas qu'il me demande d'informations. Si vous avez une erreur, comme moi, c'est que vous avez mal modifié votre fichier d'environnement. Donc vérifiez bien vos identifiants et retentez. Donc dans mon cas, je m'étais juste planté dans le mot de passe, mais si je relance la migration, on a plein de warnings, mais à la fin, les migrations se sont bien exécutées. De la même manière, si vous voulez tester que votre configuration de mailer est correcte, vous pouvez faire un php bin/console mailer.test et vous allez choisir un mail à qui vous voulez envoyer les choses. Donc moi, je vais mettre contact@squalapp.com et vous appuyez sur Entrée. Vous n'aurez pas forcément un retour visuel, mais normalement, l'email s'envoie et vous devriez le recevoir dans votre boîte. Alors d'après mes tests, dans le cadre d'Infomaniac, c'est un petit peu long, donc soyez impatient, mais si jamais ça venait à ne pas fonctionner, ça veut dire que peut-être votre système ne supporte pas le mailer natif. Si c'est le cas, vous pouvez choisir un autre mailer et par exemple utiliser la configuration SMTP qui est offerte par votre hébergeur pour pouvoir adapter et faire en sorte que les mails partent bien. Alors maintenant que toute cette configuration est faite, je vais pouvoir lui demander de refaire le composer install sans les dépendances de dev, donc no-dev et -- optimize autoloader. Et cette fois-ci, ça devrait arriver jusqu'au bout sans aucun souci. Une fois que c'est fini, je peux réactualiser ma page d'accueil et j'ai bien cette page-là. Par contre, si j'essaie de me connecter, par exemple si je vais sur /admin/recette, on tombe sur une petite erreur, une 404. En fait, c'est dû au fait que, par défaut, quand on était sur notre environnement de dev, il redirigeait toutes les requêtes vers le fichier index.php. Or, en ligne, ce n'est pas le comportement par défaut. Il va falloir un petit peu configurer les choses. On peut le faire. Dans le cadre de cet hébergeur, ils utilisent Apache au travers d'un fichier htaccess. On ne va pas avoir besoin de le créer manuellement. On peut faire la commande composer require symfony/apache-pack. C'est une recette qui va contenir des choses et notamment, si vous choisissez ici de répondre oui, ça va générer un fichier htaccess qui ira se placer dans le dossier public, fichier qui sera compris par votre hébergeur. Dans ce fichier-là, on voit le système de redirection qui dit si le fichier n'existe pas, on essaie d'atteindre un fichier qui n'existe pas, redirige vers le fichier index.php. Vous pouvez aussi en profiter pour ajouter quelques lignes qui permettent de faire la redirection en HTTPS. Ce sont des lignes classiques qui ne sont pas propres forcément à Symfony, et ça veut dire si le protocole n'est pas HTTPS, dans ce cas-là, je redirige vers du HTTPS. Maintenant que ces modifications sont faites, je vais commit les différents fichiers que j'ai changés. Donc attention à bien inclure le fichier htaccess. On va l'appeler Apache. Je commit et je pousse pour envoyer sur le dépôt distant. Et ensuite sur mon serveur donc Infomaniac, je peux lui demander de faire un git pull origin main pour récupérer les différents changements. Il récupère les changements. Je peux maintenant faire un composer. Donc retaper la commande de tout à l'heure pour installer les nouvelles dépendances. Donc là, notamment, il va installer Apache Pack. Mais cette fois-ci, il ne va rien faire parce qu'on a déjà le fichier htaccess dans le dossier public. Et si je réactualise ma page, même si je vais sur /admin/recette, on voit que ça fonctionne bien. Si je me connecte en tant qu'administrateur, ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas les fixtures. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas d'utilisateur. Un autre problème, c'est qu'on n'a pas les assets. Donc là, c'est parce qu'il faut faire la partie asset compile au niveau de notre commande, histoire qu'il publie les choses dans le dossier public. Donc à ce niveau-là, je fais un php bin/console. Le in-portmap de .install, il se fait automatiquement lorsque vous avez de nouvelles dépendances dans votre fichier composer.json. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé de le taper ici. Donc on fait un asset-map de .compile. La compilation, c'est fini. Et si maintenant je réactualise ma page, on voit que je n'ai plus de problème avec le JavaScript. Petit détail, si vous voulez utiliser les fixtures en production, ça ne fonctionnerait pas par défaut parce que ce n'est pas activé comme dépendance de développement. Donc
au niveau de votre composer.json, il faudra déplacer ces dépendances-là. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'à ce niveau-là, je vais lui dire de faire un composer require, et on va prendre cette dépendance doctrine fixture bundle. On va aussi avoir besoin de faker et notre faker restaurant. Et automatiquement, il nous dira est-ce que tu veux les passer en dépendance classique, plus en dépendance de dev. Je vais répondre oui. Et ça va mettre à jour notre composer.json et notre composer.lock. Je vais ensuite modifier le fichier bundles.php et ce bundle par défaut, il ne s'active que lorsqu'on est en dev ou en test. Donc je vais lui dire à ce niveau-là, je veux l'activer en all, que tout le monde y ait accès. Je sauvegarde encore une fois et je vais commit ces différents fichiers. On va l'appeler fixtureprod. Mettez de meilleurs noms de commit que moi. Moi je sais que c'est un dépôt qui servira à rien, donc je me permets de faire un peu n'importe quoi. Maintenant que c'est en ligne, je peux faire un git pull origin main côté infomaniac. Je refais le composer install en mode nodev et voilà, l'optimize autoloader. Pas besoin de recompiler les assets, elles n'ont pas changé depuis la dernière fois. Et maintenant, je peux faire un php bin/console et lui demander de faire un doctrine fixture de .load. Il me demande est-ce que je veux vider complètement ma base de données, donc faites très attention si vous faites ça en prod, ça peut être vraiment terrible si vous avez déjà des données. Et là, il va remplir ma base de données avec quelques warnings. Et maintenant, si je me connecte en tant qu'admin et admin, ça fonctionne bien. Et là, je suis capable d'héberger mon application Symfony, j'ai bien la redirection en HTTPS et tout fonctionne bien. Si vous voulez aller un tout petit peu plus vite sur le déploiement, vous pouvez vous créer un fichier Makefile qui permet d'automatiser les choses. Donc je vous renvoie sur la vidéo consacrée à Make, mais pour vous faire un petit résumé dans mon cas, donc je ne vais pas forcément aller sur le truc ultra optimisé. Un fichier Makefile vous permet de créer des recettes. Donc je vais lui dire par exemple, pour générer le fichier qui s'appelle autoload.php dans Vendor, il faut que tu regardes le fichier composer.json et composer.lock. Si un de ces fichiers est plus récent que le autoload, c'est que tu vas devoir lancer les commandes pour le régénérer. Pour générer ce fichier-là, on fait un coup de composer install --nodev et on optimise l'autoloader. Ensuite, histoire de mettre à jour la date du fichier autoload.php, je lui demande de faire un petit touch. Ensuite, je vais me créer une fausse commande qui va permettre de faire toutes les choses qu'on a besoin de faire, la migration, le cache clear et tout ça. Donc cette commande, je vais l'appeler install. Elle va avoir besoin que le fichier autoload soit présent. Et dans cette commande install, je vais faire un php bin/console doctrine.migration.migrate sans avoir d'interaction utilisateur. Donc je rajoute le drapeau -n. Donc ça ne fera rien s'il n'y a pas de migration à exécuter. Je vais lui demander de faire un composer dump-env prod. Donc ça permet en fait de générer un fichier PHP et ça évite que Symfony ait besoin de parser systématiquement les fichiers et les variables d'environnement. Et après, je fais un php bin/console cache2.clear histoire de nettoyer le cache. Histoire d'automatiser encore plus, je vais me créer une commande qui est destinée à mon environnement local que je vais appeler deploy. Cette commande, elle va se connecter à Infomaniac. Je vais lui passer mon user agent local. Donc ça permettra en fait d'utiliser ma clé SSH locale qui a accès à GitHub beaucoup plus facilement. Si vous voulez utiliser la clé qui est à distance, vous pouvez omettre ce drapeau-là. L'inconvénient, c'est qu'à distance, il va me demander ma clé SSH en permanence. Donc c'est un petit peu pénible. Ensuite, je mets le nom de mon alias SSH. Moi, j'ai choisi de l'appeler digest. Et je lui demande de se rendre dans le dossier site, puis ensuite info.kualap.com. Une fois que tu es dans ce dossier-là, tu fais un git pull origin main et tu peux lancer la commande install. Je vais préciser que ces deux commandes sont des fausses commandes, elles ne génèrent pas de fichier deploy ou install. Ça permet d'éviter des petits problèmes si jamais un jour je me retrouve avec des dossiers install et deploy. Je vais versionner ce fichier-là et on va lancer la commande make deploy et vous allez voir que ça va fonctionner de manière autonome. Donc je fais un petit commit. Et maintenant, en local, ici donc, je peux faire un make deploy. Il va râler un petit peu, alors là c'est spécifique malheureusement au cas d'Infomaniac parce qu'il y a toujours ce problème de version 8.2 qui n'est pas utilisé de PHP. Là, on avait modifié le point profile qui était bien pris en compte pour mon environnement, mais il est pris en compte que pour cet environnement-là. Donc je peux taper la commande which php pour voir quelle version de PHP est utilisée, et à ce niveau-là, plutôt que de mettre simplement les commandes de PHP dans le cadre du make install, je vais lui donner le chemin absolu.
Et pareil, je vais faire la même chose dans le cadre de Composer. Donc ça lui permettra comme ça d'utiliser la bonne version. Donc ça rend votre commande install un peu dépendante de votre environnement, mais c'est pas bien grave. Et on n'oublie pas de le faire à ce niveau-là aussi. Donc je vais relancer ma commande make deploy, et cette fois-ci, ça devrait fonctionner convenablement. On voit qu'il est en train d'installer les différentes dépendances. Il régénère le fichier d'autoload optimisé. Il va ensuite touch le fichier, donc ce qui veut dire que si je relance la commande, il ne va pas refaire les choses. Il lance la migration qui ne fait rien. Il fait ensuite le cache clear et on est bon. Si je relance cette commande-là, elle devrait être un tout petit peu plus rapide parce qu'il va détecter qu'il n'a rien à faire. Si je change un fichier, imaginons sur la home, je décide de mettre autre chose que le home, je mets bienvenue les gens. Si je sauvegarde, je fais mon petit commit. Je push les dernières modifications. Je vois qu'en ligne, si je vais sur la page d'accueil, j'ai toujours mon home. Je fais mon petit make deploy. Il gère le déploiement tout seul de manière autonome. Et une fois qu'il a fini, si je réactualise la page, j'ai bien bienvenu les gens. Et vous voyez qu'en une seule commande, je peux facilement déployer une nouvelle version de mon site. C'est un exemple, c'est une manière de faire les choses. Il y en a d'autres, vous pouvez utiliser des hooks avec Git ou ce genre de choses. Mais voilà, c'est un exemple simple et assez facile à mettre en place et qui fonctionne très rapidement. Et là, on a mis en place notre serveur distant. Enfin, dernière petite remarque, si jamais vous souhaitez utiliser Messenger dans le cadre d'un mutualisé, vous n'aurez pas forcément la possibilité d'accéder à un superviseur pour pouvoir avoir les tâches qui vont être exécutées. Alors certains hébergeurs vont vous autoriser à avoir des tâches récurrentes, mais c'est assez rare. Dans le cadre d'Infomaniac par exemple, ce n'est pas possible. Si vous allez dans Outils avancés, vous allez ensuite dans Planificateur de tâches, et vous allez cliquer sur Ajouter une tâche. Malheureusement, il ne vous laissera pas mettre un exécutable. Vous ne pouvez exécuter qu'une tâche qui va taper une URL particulière. Donc ce que vous pourriez faire, c'est vous faire un contrôleur qui irait, pendant un petit intervalle de temps, exécuter l'ensemble des tâches qui proviennent de Messenger. Mais ça implique quand même d'écrire un petit peu de logique à ce niveau-là. Et si vous n'avez pas le choix, ça peut fonctionner, mais ce n'est pas forcément idéal. Et vous pourriez mettre un nom de tâche particulier, une URL spécifique protégée par un mot de passe pour éviter que tout le monde les déclenche, et vous pouvez choisir le rythme d'exécution. Je sais que c'est quelque chose qu'on a mis en place pour certains clients, pour certaines tâches, mais pour Messenger, c'est plus compliqué parce que ça veut dire que cette requête, elle doit rester ouverte un petit temps pour traiter plusieurs tâches à la fois, et là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais sachez que vous avez cette solution si vraiment vous n'avez pas le choix. Et là, on a terminé avec cette mise en ligne. Donc au final, comme vous le voyez, c'est pas forcément si compliqué que ça. On dépose nos fichiers en ligne, donc nous ici on a choisi d'utiliser Git. Ensuite, on va installer les dépendances, on va modifier notre variable d'environnement pour s'adapter à notre hébergement, et après ça fonctionne directement. On peut se créer un fichier Makefile pour automatiser un petit peu tout le processus, et ça nous permet comme ça, en un clin d'œil, de pouvoir déployer une nouvelle version. Donc je vous ai montré vraiment la base ici, après à vous de vous faire votre propre recette et votre propre déploiement si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin. Mais là je vous ai montré la base et j'espère que ça vous servira.